Tricot, voilà, pourquoi êtes-vous ici? Alors, nous sommes au Palais de justice de Paris, à la sortie de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, car à la demande de Madame Lidi Massoudi, ma cliente ici présente, j'ai interjeté appel d'une ordonnance de refus d'informer qui a été rendue par un juge d'instruction parisien que j'avais saisi de la plainte de Madame Lidi Massoudi. En fait, c'est une longue histoire. Au départ, nous avions déposé une plainte simple auprès de Monsieur le procureur de la République de Paris pour des faits d'escroquerie et tentatives d'escroquerie, de faits de travail dissimulé et d'esclavage économique. Cette plainte a d'abord été classée par le procureur de la République sans suite. Et donc, nous avons été amenés à déposer plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction, qui a accepté la plainte. Madame Massoudi a consigné, ce qui met l'action publique en mouvement. Mais aussitôt, le ministère public a rendu un avis de non informé qui a été confirmé par ordonnance du magistrat instructeur sans avoir entendu la partie civile et son avocat. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une affaire qu'on appelle sensible. Pourquoi sensible? Parce que Madame Lidi Massoudi a été victime de pratiques d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie émanant d'un ministre d'un pays ami, la République du Congo-Brazzaville, avec la complicité de sa nièce qui est en France. Et donc, s'agissant d'une procédure pénale qui met en cause un ministre d'un pays avec la France entretient beaucoup d'intérêts économiques et politiques, évidemment, ce dossier est considéré comme sensible par le parquet, par le procureur de la République de Paris. C'est pour ça qu'il y a eu un premier classement sans suite, un avis de refus d'informer du parquet et ensuite l'ordonnance du juge d'instruction pour classer sans suite. Donc à la suite de mon appel, je viens à l'instant de plaider devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris pour demander que soit infirmée l'ordonnance de refus d'informer et qu'enfin la procédure d'instruction puisse être menée, puisque nous demandons à ce que le mis en cause soit entendu dans le cadre d'une commission rogatoire internationale au Congo-Brazzaville. Nous demandons à ce que sa complice en France soit auditionnée par le juge d'instruction. Nous demandons à ce que les opérateurs téléphoniques qui puissent témoigner de la réalité des entretiens téléphoniques pour lesquels nous avons produit des relevés d'appels téléphoniques fassent l'objet de réquisitions pour confirmer tous ces éléments. Et nous demandons à ce que différents témoins soient entendus. Donc nous demandons que cette affaire ne soit pas enterrée. Donc le 12 juin, la chambre d'instruction de la Cour d'appel va devoir rendre sa décision. Elle doit statuer. Je tiens à préciser qu'à la suite de ma plaidoirie, l'avocat général, le ministère public, s'est contenté de dire qu'il demandait la confirmation de l'ordonnance, donc de refus d'informer, sans faire d'observation. Alors, le fait que le ministère public dise qu'il ne fait pas d'observation, c'est qu'il est en position de faiblesse. Car normalement, il aurait dû dire la plaidoirie de Maître Tricot, avocat de la partie civile, comporte des points faibles, et c'est pour ça que nous demandons la confirmation. Dites-moi, une question. Le nom de Madame Arlette Soudan a été cité. Madame Soudan, on le sait, son mari qui travaille en Jeune Afrique. Dites-moi, quel est le rapport il y a entre Soudan et cette affaire? Alors, de fait, il se trouve que la personne complice que j'évoquais, appelons un chat, effectivement, est concernée Madame Arlette Soudan-Nono, qui se trouve être la nièce de Monsieur François Ibovi, le ministre qui a recruté pour son hôtel personnel à Ayo, l'hôtel Abou Palace, à Oyo, donc Madame Lidi Massoudi. Donc effectivement, dans cette affaire est concernée Madame Arlette Soudan-Nono, qui pour l'instant bénéficie de la présomption d'innocence, tant qu'elle n'a pas été entendue dans le cadre de l'instruction. Et M. François Ibovi doit bénéficier également de la présomption d'innocence, puisque c'est dans le cadre de l'instruction que le juge d'instruction doit instruire à charge. Il y a des charges. Et d'ailleurs, j'ai rappelé ce matin au magistrat de la chambre de l'instruction qu'il fallait laisser le temps au juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge. Et que pour une bonne administration de la justice, il serait bon qu'il entende toutes les parties. Et on ne peut pas priver la partie civile de son droit à être entendue. Donc c'est pour ça, j'espère, que le 12 juin prochain, la Chambre de l'instruction, compte tenu d'arrêts de jurisprudence récents que j'ai remis à la Chambre, des arrêts qui ont été rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui confirment totalement notre position et notre bon droit. Donc nous avons le droit pour nous. Espérons que nous n'aurons pas une décision d'opportunité politique qui sera rendue par la Chambre de l'instruction le 12 juin prochain. Alors, en une question, dites-moi, c'est l'esclavage moderne dont il s'agit par rapport à ces procès d'aujourd'hui. Le préjudice, c'est de combien?
Alors là, ma cliente là, a un préjudice de près de 300 000 euros. Donc, et qui augmente chaque mois qui passe avec les intérêts qui passent. Donc, ça n'est pas une affaire minime. Donc, on est dans une situation où ma cliente, Mme Lydie Massoudi, a effectué un travail très important donc à l'hôtel Habbo Palace, qu'elle a réorganisé, elle a mis en place des procédures, elle a gagné de tous vos clients, par exemple une clientèle asiatique, chinoise, etc. Donc, elle a apporté en très peu de temps un gain énorme de valorisation. Et en contrepartie, elle n'a pas été payée. Elle a été totalement escroquée. On est bien dans une situation d'esclavagisme moderne. Madame Lydie Massoudi avait demandé au ministre François Ibovi qu'il prenne enfin la peine de faire immatriculer au registre des commerces et sociétés de Brazzaville une société pour gérer l'hôtel Habbo Palace, une société qui payerait les salaires des employés, une société qui paierait les cotisations sociales, une société qui se mettrait en règle. Et le ministre, pour faire des économies, a refusé de le faire. On est donc vraiment dans une situation où nous avons les riches et les puissants qui veulent devenir toujours plus riches et qui exploitent les pauvres et les faibles. Et moi, en tant qu'avocat, mon rôle, c'est de défendre les faibles contre les puissants. Alors, une dernière question pour terminer. Alors, quand on vous parlait de Oyo, par définition, on voit Sassou Nguesso, on voit l'oligarchie. C'est une guerre entre le pot de fer et le pot de terre. Alors effectivement, comme vous le dites fort bien, Oyo, c'est la région natale de l'actuel chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et M. François Ibovi est un proche du chef de l'État. Il a été un des dirigeants du Parti congolais du travail, il a été vice-président de l'Assemblée nationale, il a occupé, et il occupe encore des responsabilités ministérielles, il a été justement député de la circonscription d'Oyo, donc c'est un des fidèles du chef de l'État, et c'est justement parce qu'il se considère comme protégé par le chef de l'État qu'il se considère au-dessus des lois, et qu'il se permet d'organiser des pratiques d'esclavage économique dans son village et son hôtel Habbo Palace. Mais ça, c'est une situation qui ne doit pas durer. Je précise que Mme Lydie Massoudi a la qualité de citoyenne française. Donc, en tant que citoyenne française, elle a le droit à la protection de la loi française, et à partir du moment où elle est victime de délits, d'infractions pénales, d'escroquerie, de tentatives d'escroquerie, tant en France qu'en Congo-Brazzaville, elle a le droit à obtenir réparation et justice, comme tous citoyens français. Tous les citoyens français sont égaux devant la loi. Tous les justiciables sont égaux. Et comme je l'ai rappelé ce matin à la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que ce n'est pas parce qu'une personne qui a commis un délit, même à l'étranger, ou en France, ou les deux à la fois, comme c'est le cas, bénéficie d'une immunité de juridiction, parce qu'elle bénéficie soit d'une immunité parlementaire, soit d'une immunité ministérielle, ce n'est pas pour autant que l'on doit refuser d'engager une information judiciaire. J'ai également rappelé cette jurisprudence pour indiquer qu'effectivement, il convient que le plus rapidement possible soient émises des commissions rogatoires internationales à l'encontre de M. François Ibovi. J'allais poser une dernière question encore pour terminer, vraiment la dernière. Mais la dernière, alors le doyen des ambassadeurs, M. Lopez, que penses-tu de cette affaire? Alors là, M. Henri Lopez a été saisi sur ma recommandation par ma cliente. Qui m'a appelé d'ailleurs. Voilà, donc il y a eu des entretiens, etc. Mais lui, il a considéré que la meilleure chose à faire, c'était la loi du silence, l'omerta. Il n'a pas voulu intervenir, parce que l'affaire est trop délicate. Donc là, on est dans une situation où on voit bien que d'un côté, en France, nous avons un système judiciaire qui essaie de tenir compte des relations avec le Congo-Brazzaville. Alors, il y a quand même eu des avancées, puisque comme vous le savez, dans l'affaire des biens mal acquis, à un moment donné, il y avait eu également refus d'informer. Il a fallu un arrêt de la Cour de cassation qui a permis de donner l'autorisation pour qu'on informe, et on a enfin pu poursuivre l'information, et ça s'est traduit y compris par des perquisitions, par exemple l'année dernière à Neuilly-sur-Seine, à l'hôtel particulier de Julienne Sassou Nguesso, la fille du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Donc on voit bien qu'en France, même si parfois le parquet, le ministère public peut avoir des réticences, peut essayer de retarder ou de bloquer des informations judiciaires, il y a heureusement des magistrats indépendants qui arrivent à mener jusqu'au bout ces informations judiciaires. Donc, on a pu obtenir que dans l'affaire des biens mal acquis, ça a mis longtemps, ça a été dur, ça puisse prospérer. J'espère que dans cette affaire-ci, la Chambre de l'instruction permettra qu'on y arrive. Je ne vous cache pas, et j'en ai déjà discuté avec Mme Lydie Massoudi,
Il n'est pas exclu que le 12 juin prochain, la Chambre de l'instruction suive l'avis de l'avocat général. Mais là, elle aura du mal à motiver, vu le mémoire que j'ai déposé. Et là, dans ce cadre-là, nous déposerons un pourvoi en cassation. Et là, eu égard à la jurisprudence que nous avons avancée, nous aurions de très fortes chances de gagner en pourvoi en cassation. Mais malheureusement, et c'est d'ailleurs un peu l'objectif du parquet, on perdrait encore 2 années de plus. Donc la justice est malheureusement trop lente quand il s'agit de s'attaquer aux puissants. Merci infiniment, Maître Tricot. Merci. Pour vous, votre impression, Madame Massoudi, par rapport à cette affaire d'esclavage, on peut parler d'esclavage moderne. Vous avez travaillé longuement, vous avez remis tout en place, comme le maître vient de l'expliquer, l'hôtel, la clientèle, créé un portefeuille. Et quel est le sentiment avez-vous par rapport à cela? Bah, écoutez, le sentiment pour moi il est très clair maintenant. Au bout de 8 ans donc de procédure, de 8 ans de négociation, enfin négociation c'est trop dire parce que pour négocier il faut être à 2. Donc la conclusion que j'ai aujourd'hui c'est que Madame Soudan avait organisé un plan pour détruire la vie d'une personne. Maître parlait de dommages financiers, moi je vais au-delà. Maintenant, c'est plutôt un dommage matériel, enfin moral, qui était à la base de toute cette affaire qu'elle a montée de toutes pièces, en fait, parce que le premier jour où je l'ai rencontrée, elle s'en souviendra si elle regarde cette vidéo, dans une ludothèque à Boulogne, elle m'a traité de naïve. Elle m'a dit « Oh, mais vous êtes bien naïve ». Et je pense que quand elle a capté cette naïveté-là, et pour des fins, on peut dire, oui, sexuelles, des fins de toutes sortes de fins, il fallait prendre quelqu'un de naïve et qui ferait le boulot. Mais là, je pense que quand elle s'est rendue compte que en fait, la personne ne marcherait pas selon ce qu'elle voulait, ça s'est mal passé. Parce qu'elle savait très bien que que ça allait casser à un moment donné, vu ma personnalité, et que j'allais dire non. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à la suite de ce refus d'obtempérer devant le ministre et le refus en plus de dire au ministre... Des avances sexuelles, vous parlez ? Oui, ce sont des avances qui sont faites selon les codes congolais. Donc, on ne va pas venir devant vous pour vous dire oui, veux-tu venir. Vous voulez dire. C'est un harcèlement qui est présent, qui est bien motivé, mais qui ne dit pas son nom. Mais vous le subissez, et donc voilà. Donc moi, en fait, c'est tout ça. Et simplement dire, je voudrais dire à Madame Soudan qui a dit la semaine dernière qu'elle ne me connaissait pas, qu'elle ne m'avait jamais connue. Je pense que c'est du mensonge parce qu'elle me connaît parfaitement, sinon on n'en serait pas là. Alors, qu'attendez-vous de la justice française? Elle est longue, mais elle prend toujours de décisions, des fois contestables. Moi, je dirais que le temps, c'est le nom de Dieu. Donc, je sais que j'ai confiance dans cette justice-là et que quelque part, la justice sera rendue, elle le sera. Que ce soit par le tribunal ou par d'autres circonstances, je pense qu'une justice sera là et il y a une justice divine, et je crois que cette justice divine qui sera rendue envers ces personnes-là qui sont là. Parce que moi, je suis là devant le tribunal aujourd'hui, nous sommes au tribunal, mais il y a d'autres personnes qui ont subi ça. Parce que moi, j'étais là quand Madame Soudan passait ses coups de fil. Alors, ces harcèlements que j'ai subis de la part du général Dengue, poursuivi à Brazzaville comme une malfrat, poursuivi au beach de Brazzaville, poursuivi à l'aéroport de Maya-Maya. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient faire un travail? Il faut lui en empêcher? Et parce qu'en tant que femme, je dois me soumettre pour accepter toutes les avances et les propositions? Non. Et je trouve ça regrettable de la part d'une dame comme Madame Soudan, qui a 4 filles. Elle a 4 filles, qu'elle réfléchisse un peu à l'avenir de ses filles. Et est-ce qu'elle aimerait que ses filles soient traitées comme ça? Mais moi, je pars d'un principe biblique et je dirais que ce que vous avez fait aux autres, vous allez ça veut dire que vous allez le récolter dans votre propre famille. Ce ne sont pas des menaces, ce sont simplement un style de vie, mon style de vie à moi. Et donc, je trouve ça vraiment regrettable. Mais ils ont une autre moralité. Malheureusement, on devait en arriver là, donc c'est pour ça qu'on est là. Alors, ma dernière question serait, je vois entre la RDC et le Congo-Brazzaville, il y a les désamours total et on voit à travers ces vagues d'expression d'une manière inhumaine, montre à essayant qu'il y a un malaise profond entre ces deux pays, entre ces deux capitales. Que pensez-vous de tout cela? Parce que quand je vois votre affaire, c'est aussi un épingle par rapport à l'affaire qui vient s'est passé. Pour y avoir vécu. Mais le maître répondra à ça aussi.
pour y avoir vécu personnellement là-bas, et en plus de ça, j'étais pas à Brazzaville, donc j'étais vraiment au cœur, même si on peut dire, du Congo. J'ai rencontré des personnes très bien, ça je tiens à le dire aussi. Et par contre, il y a une espèce une xénophobie latente, qui ne dit pas son nom, qui est là, où vous entendez des réflexions du style Boma Zaïrois, Tikanyoka, ça veut dire tuer donc le serpent, tuer le Zaïrois, mais laisser la vie sauve au serpent. Donc vous avez ce genre de réflexion-là, et il faut se rendre compte aussi à une évidence. Moi, je me suis rendu compte moi-même de mes propres yeux, tout poste, tout travail effectué au Congo-Brazzaville, bien effectué, il est effectué par des Zaïrois, comme ils aiment bien nous appeler encore, et c'est nous qui faisons le boulot. Je suis désolée, moi j'ai eu affaire à l'hôtel, le Congolais moyen, certains se prennent tous pour la famille présidentielle, ils n'ont pas envie de travailler. Et vous allez recruter, d'ailleurs la preuve chez le ministre, la personne qui faisait le toit, Kinshasa, docteur, venait de Kinshasa, qui eux aussi n'étaient pas payés. Ça, bon, je ne sais pas comment ils ont fait, mais vous allez retrouver une structure qui est mise en place où ce sont que des personnes qui viennent de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, qui viennent travailler à Brazzaville. Mais au bout d'un moment, soit vous reconnaissez leur travail, ou vous reconnaissez que vous aussi, vous avez besoin peut-être de vous former. Très fort en littérature, Brazzaville, tout ce qui est littérature, tout ce qui est livres et consorts, oui, mais le travail même manuel qui est méprisé. Mais maintenant, avec tous ces 80 000 et quelques personnes qui sont parties, je ne sais pas qui va faire ce travail là-bas. Voilà. Oui, je voudrais compléter. Je confirme ce que vient de dire Madame Lydie Massoudi, pour travailler aussi régulièrement tant des deux côtés du fleuve Congo, tant au Congo-Brazzaville qu'au Congo, en République démocratique du Congo. Malheureusement, au Congo-Brazzaville, il y a une instrumentalisation d'une certaine xénophobie. Et effectivement, il est exact que ceux qu'ils appellent les Zaïrois travaillent énormément, jouent un rôle, notamment dans la capitale Brazzaville. Ils sont partout, ils jouent un rôle très important pour le développement économique, ainsi que dans le reste évidemment du Congo, y compris à Pointe-Noire dans le domaine pétrolier. Donc il est regrettable qu'on en arrive à ces instrumentalisations xénophobes. Cela dit, moi ça ne me surprend pas, parce que ce soit au Congo-Brazzaville ou en République démocratique du Congo, on a deux gouvernements avec deux chefs d'État qui sont essoufflés. Qui ont perdu leur légitimité parce qu'ils sont restés trop longtemps, parce qu'ils veulent modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir éternellement. Et malheureusement, ces deux chefs d'État ont la même attitude. Ils sont impopulaires dans leurs deux pays. Ils veulent quand même modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Ils sont maintenant discrédités pour une bonne partie de la communauté internationale. Et donc, là, leur seule solution de pouvoir durer et s'accrocher encore un peu plus au pouvoir, c'est justement d'instrumentaliser la xénophobie et de créer une diversion. Donc créer une diversion en créant des problèmes des deux côtés des rives des fleuves Congo, ils ont l'impression que ça leur permettra de rester au pouvoir plus longtemps. Mais malheureusement, ces deux chefs d'État-là sont totalement discrédités. Donc ils n'en ont plus pour longtemps. Merci infiniment. Merci, Maître, pour cette interview. Merci. Merci à vous.